Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, merci de me donner cette opportunité. Je m'appelle François-Paul Ramdé, je suis le coordonnateur de l'Union fraternelle des croyants de Dori, en abrégé UFC Dori. OK. Et quel est votre rôle dans le cadre de la promotion de la paix au Burkina Faso? Bien, déjà, je dirais que l'ONG dont j'ai la charge euh, a pour mission de promouvoir la paix et le développement au Burkina Faso. C'est une ONG nationale. Donc, vous comprenez tout de suite quel peut être mon rôle en tant que coordonnateur de l'UFC, en tant qu'acteur de ce monde de promotion de la cohésion sociale. Donc, au Burkina Faso, notre rôle, c'est déjà de participer à la recherche de la paix, de participer aux initiatives de cohésion sociale, de participer à tout projet qui pourrait donc nous permettre de non seulement être en parfaite harmonie les uns avec les autres, mais aussi à vivre avec toute personne, qu'elle soit étrangère ou pas. Parce que pour nous, la différence n'est pas véritablement le problème. Pour nous, la différence est une opportunité. Comment on peut exploiter cette différence? C'est là le défi. Donc malheureusement, on constate que cette différence est parfois appréhendée comme des sources de tension, et ça c'est dommage. Donc notre rôle au niveau national, c'est participer à toute cette dynamique, à toute cette politique-là, parce qu'il faut dire aussi qu'on est précurseur sur certaines thématiques, sur certaines initiatives, un peu aussi pour tracer les voies en tant que ONG travaillant sur ces questions de paix depuis plusieurs décennies. OK. Et comment décrivez-vous la situation de la cohésion sociale dans le pays? Déjà, il faut noter que ce qui est intéressant, c'est que le Burkina Faso de manière générale, euh, traditionnellement, donc arrive à surpasser et arriver à surpasser les différences, qu'elles soient donc religieuses, donc ethniques et tout autre, même politiques, qui parfois, c'est malheureusement des différences qui peuvent amener des conflits par-ci par-là, mais on est quand même arrivé. Parce que traditionnellement, donc, les gens ont compris que on a besoin de l'autre. Et l'autre, c'est pas forcément soi-même, donc est différent de soi-même. Et l'autre, ça peut être aussi bien quelqu'un de différent sur le plan de la religion, quelqu'un qui est différent sur le plan de l'ethnie. Et traditionnellement, les questions liées à la parenté à plaisanterie ont été un soubassement. Quand on regarde, par exemple, les différentes crises que le Burkina Faso a connues, depuis longtemps, en tout cas sur la vingtaine d'années, si on ne prend que ça, on a constaté quand même que le Burkina a pu s'en sortir par la mise à contribution de certains leaders religieux, leaders donc coutumiers, communautaires, parce que traditionnellement, on arrive à accepter les différences. Donc, mais de plus en plus qu'on avance, je pense que cette différence, ou du moins certaines personnes ont malheureusement exploité cette différence qui ont créé des frustrations. D'abord, sur le plan politique, malheureusement, ça a été des raisons de division dans la famille, ça c'est clair, n'en parlons pas entre certaines communautés. Je parlais de certains groupes, parce que la façon de faire la politique a été quand même incriminée pour plusieurs fois. Je prends juste pour exemple un village ici, dans la commune de Dori. Dans ce village, on intervenait, mais à cause de la politique, nous avions dans le village deux groupes. Et ces deux groupes étaient rangés derrière deux conseillers municipaux de deux partis différents. Donc, et nous devrions faire un boulot là-bas pour pouvoir permettre d'accompagner le village. Mais on ne peut pas travailler dans la division. Donc, on a dû travailler à réconcilier les gens. C'est d'ailleurs dans ce village qu'est né notre premier comité local de paix. Donc, pour dire qu'il y a de plus en plus des différences qui sont mal exploitées
et peut-être aussi que certains leaders ne s'affirment pas. Parce que qu'est-ce que je veux dire? Quand je prends rien que sur le plan religieux, on a surfé beaucoup avec l'arrivée, avec l'extrémisme, l'avènement de l'extrémisme violent, les questions de radicalisation. On a surfé beaucoup sur non seulement la religion, mais sur d'autres thématiques comme l'ethnie. Mais si on prend rien que la religion, c'est vrai que le problème fondamental, les gens utilisent la religion pour arriver à leur fin. Mais il y a des gens qui sont convaincus que le problème est religieux, parce qu'ils n'ont pas compris déjà leur religion. Donc, du même coup, ils sont facilement maniables, exploitables, manipulables, et malheureusement, ils vont produire des actes irréparables. Mais c'est des gens qui utilisent, ceux qui, donc je dirais les meneurs, les premiers meneurs, ils ont leur objectif. C'est peut-être la religion qui a été exploitée pour pouvoir atteindre leur objectif. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc je dirais qu'au niveau du Burkina, malheureusement de plus en plus, donc nous constatons des difficultés parce qu'il y a la naissance d'extrêmes, de positions extrêmes, sur le plan religieux, parce que rien que dans les réseaux sociaux, on voit parfois donc certains messages, on se demande, attendez, est-ce que c'est déjà, on est sur la même planète, dans le même Burkina, où on peut amener même des gens, des frères à se diviser, parce que tout simplement on est sur le plan religieux. Ça, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Donc pour dire que aujourd'hui, le Burkina a mal à sa cohésion sociale, c'est d'ailleurs pour ça que malheureusement la situation reste délétère et a mal de l'engagement de ses fils, qu'ils soient donc leaders religieux, leaders coutumiers ou personnes lambda comme nous autres. Je pense que nous ne faisons pas suffisamment pour donner notre contribution à ce que le climat social, donc le vivre ensemble s'améliore. Parce qu'on pense que c'est l'autre qui doit faire. Alors que toute possibilité d'agir doit être d'abord personnelle avant de penser que l'autre doit agir. Faisons ce que nous pouvons faire, même si c'est un peu, pour que l'autre aussi, sans doute, s'il réfléchit de la même manière, il posera son acte et petit à petit, on aura, comme on dit, c'est un à un qu'on peut faire beaucoup de belles choses et c'est ensemble qu'on peut lever le toit. Donc, je pense qu'il y a des difficultés dans le cadre de la cohésion sociale au Burkina. Aujourd'hui, il y a des efforts, il y a des engagements que chacun devrait prendre et jouer. Et quel est, par exemple, le rôle de l'UFC dans le cadre de la résolution de ces différentes tensions, que ce soit dans le cadre du dialogue interreligieux ou dans le cadre de la promotion? Est-ce qu'il y a eu des initiatives que l'UFC a mises en place? Donc, déjà sur le plan local, je disais, je notais tantôt l'initiative des comités locaux de paix. Cette initiative-là, elle n'est pas née ex nihilo. C'est parce qu'on avait constaté, on voulait intervenir avec un de nos projets dans un village, mais l'UFC travaillant pour la paix rentre dans un village pour créer un mieux vivre ensemble, une cohésion sociale, une paix. Donc, pour nous, on a dû mettre en stand-by la réalisation de l'ouvrage pour voir comment résoudre le problème. Et grâce aux leaders religieux, leaders de choses communautaires, nous avons pu renouer donc, le contact dans le village et est né le premier comité local de paix. Donc, ce travail des comités locaux de paix, aujourd'hui, il y a une centaine de comités locaux de paix dans toutes nos zones d'intervention. Je veux parler aussi bien dans la zone donc, de l'Iptako, mais aussi dans la zone du Nord. Nous avons énormément mis en place des comités locaux de paix qui travaillent de manière autonome, pas qu'ils sont payés pour quoi que ce soit. C'est des initiatives qui permettent de mettre en exergue les mécanismes endogènes de conflit. Et juste un élément peut-être que vous connaissez, lorsque dans cette zone c'est encore plus préant, lorsque vous trimballez quelqu'un, quelqu'un peut, s'il est trimballé à la justice, à la police et autres, il est capable, même s'il a raison, même s'il n'a pas eu tort d'agir, il est capable de tenter de corrompre parce qu'il a honte qu'on le mette en prison, même si ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dramatique d'en arriver à là. Mais lorsque on peut faire de l'alerte prévote pour voir qu'il y a un problème,
tout de suite résout le problème devant le grand imam du village ou du quartier, devant le chef coutumier. Parfois, les choses sont facilement éteintes et lorsque les gens promettent et se pardonnent devant un leader religieux ou bien devant le chef coutumier, le plus souvent, le problème est éteint. Alors que si le problème est transmis au niveau, au niveau de la préfecture, la police ou la justice, je dirais le problème est éteint, mais reste en attente. Et on peut être témoin d'événements qui ressurgissent, alors que si on regarde bien, ils sont liés à un problème qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Parce que c'est comme une honte qu'il faut laver. Donc pour nous, on a mis en place ces comités locaux de paix pour que les gens puissent, de manière précoce, régler leurs problèmes au niveau terrain, au niveau de leur quotidien, dans leur quartier. Ils se connaissent, ils savent il y a des gens qui sont là-bas. Lorsqu'ils te disent pardon, donne pardon, tu ne peux pas continuer. Tu es obligé de baisser la garde. Et lorsque tu baisses la garde, c'est vraiment, ton cœur est apaisé. Donc pour nous, c'est déjà ce niveau d'engagement au niveau communautaire que l'UFC a fait. Au niveau national, et ça je pars très vite, c'est que nous avons eu l'opportunité de participer à certaines écritures, à l'élaboration de certaines politiques. Je veux parler des questions liées à la cohésion sociale, à l'extrémisme violent. Nous avons été partie prenante. Parce que tout simplement, je prends juste l'exemple de l'ONAFA, l'Observatoire national des faits religieux. Je me rappelle la première rencontre qui a réuni les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes. Je parlais les catholiques, les protestants, les musulmans, à Combissery. Nous avons été invités en tant que UFC pour parler de notre expérience de dialogue interreligieux, de notre expérience de promotion de vivre ensemble. En ce moment, on ne savait pas qu'on allait mettre en place l'ODAFAR. Et c'est suite à cette rencontre nationale qu'ils ont dit, c'est quand même une belle initiative. Pourquoi ne pas mettre cet observatoire ensemble, sur place, et permettre à ce que les acteurs religieux puissent participer déjà à détecter les prémices qui peuvent, je dirais, permettez-moi du terme, gâter le vivre ensemble et résoudre le problème tant qu'il est possible. Donc, pour nous, nos partages qu'on fait au niveau national, nos initiatives qu'on mène, et il y a plusieurs initiatives, comme par exemple l'initiative de l'enseignement religieux, le jumelé à l'apprentissage professionnel. C'est une thématique, c'est une expérience que nous avons voulu mettre en place pour dire oui, si moi je suis convaincu, par exemple sur le plan religieux, je vais transmettre mes connaissances et ce que je crois de bien à mes enfants. C'est un droit et c'est un devoir, je dirais. Mais sur le plan religieux, par exemple, au niveau des musulmans, il y a beaucoup de talibés. Mais il faut qu'on travaille à ce que ces gens se comprennent que, qu'on veut ou pas, tous ces talibés ne sont ni imams, ni marabouts, et va falloir trouver des formules pour pouvoir leur permettre de faciliter leur réinsertion sociale. Mais comment on peut apprendre le Coran et en même temps s'insérer professionnellement? C'est cette expérience qu'on a faite depuis 2018 qui aujourd'hui a permis à plus d'une centaine d'enfants talibés ou en situation de rue d'être aussi aujourd'hui opérationnels. Donc nous avons des exemples qui nous rendent fiers. C'est par exemple un jeune talibé à Gorom Gorom. Si vous aviez l'opportunité d'aller à Gorom Gorom, je vous recommanderais cet enfant qui est couturier aujourd'hui, qui a même recruté d'autres jeunes parce qu'il a un atelier aujourd'hui. Mais c'était au départ un talibé qui a fini la lecture du Coran. Mais pendant qu'il était au niveau du foyer coranique, nous lui avons donné l'opportunité, en accord avec le maître coranique, pour qu'il apprenne un métier. Il a choisi de faire la couture. Aujourd'hui, il arrive à se défendre, il arrive à accompagner sa famille avec ce qu'il gagne. Et ça, c'est des initiatives que nous faisons
pour permettre aussi au niveau national, ça puisse être répliqué, soit par d'autres acteurs, soit par l'État, parce que tout simplement, on aura eu à déblayer le terrain. Il y a d'autres exemples, comme par exemple le modèle d'appui psychosocial, qui permet, avec les conséquences que nous vivons de l'insécurité, que ce soit sur les personnes déplacées ou les personnes hautes, l'insécurité a eu vraiment beaucoup de dommages. Et sur le plan, les dommages les plus importants, malheureusement, de plus en plus, on comprend il faut faire un travail sur ça, c'est les questions psychologiques. Il y a des gens, ils sont ailleurs. Et ils ne sont plus eux-mêmes. Mais comment on peut travailler pour qu'ils reviennent dans la société, qu'ils puissent revivre, ça c'est un défi important. Et si le Burkina n'investit pas fortement sur les questions liées à l'appui psychosocial, on va avoir une autre catégorie de Burkinabés et ça va être dramatique pour le vivre ensemble dans les années à venir. Nous espérons que cela ne va pas arriver avec l'engagement de chacun. Ok. Plus haut, vous avez parlé des tensions sociales. Quelles sont les causes, par exemple, de ces tensions sociales et communautaires au Burkina Faso? Il y a des causes historiques. Parfois, on oublie ça, mais il y a malheureusement des causes historiques. Quand on voit que les groupes terroristes surfent parfois entre ethnies, c'est parce qu'il y a eu des causes historiques. Les questions liées, nobles et autres, les gens ne veulent pas en parler, mais la vérité est là. Et ces causes historiques peuvent être aussi donc des causes de tension et qui permettent de saper le vivre ensemble, qui ont permis à certains groupes terroristes de pouvoir recruter. Mais il y a des causes économiques parce que malheureusement, des gens désœuvrés facilement, il y a peut-être des gens qui sont rentrés dans les groupes terroristes parce qu'ils ne savaient pas, on leur promettait terre et ciel. Il a fallu qu'ils entrent pour se rendre compte qu'ils sont dans le chaos. Et non seulement ils ne peuvent plus sortir, mais ils ne savent pas comment sortir même, parce que leur vie en dépend. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les questions donc, de vulnérabilité économique ont été aussi pour beaucoup dans le désarroi de certains groupes. Je vais parler surtout des jeunes qui sont en manque d'emploi, manque d'initiatives qui les ont amenés à accepter malheureusement des propositions indécentes, je dirais, parce que malheureusement, parfois, eux-mêmes, ils sont... Et ça, l'opportunité parfois, au fait, à ces groupes-là, de pouvoir s'échapper, c'est une aubaine pour ces gens-là. Je pense qu'il y a eu des initiatives au Burkina et il y a eu des gens qui sont sortis et qui, aujourd'hui, peuvent témoigner. Pour dire qu'aujourd'hui, la question donc, de la cohésion sociale, c'est une dynamique continuelle qui amène des efforts dans tous les sens. J'ai cité seulement 2 causes, mais il y en a plusieurs que l'on pourrait citer aussi. Et comment, par exemple, l'extrémisme violent et la radicalisation affectent-ils les communautés au niveau local? Ça peut le vivre ensemble déjà. Parce qu'aujourd'hui, même pour nous, acteurs de développement sur le terrain, il y a l'effritement de la confiance sociale. Vous ne pouvez plus intervenir comme vous voulez. Parce que les gens ne vous font pas confiance. Et puis, quand vous voulez même échanger, les gens entre eux ne se font pas confiance. Disent, la phrase mythique, c'est « on ne sait pas qui est qui ». Et le simple fait de dire « on ne sait pas qui est qui », ça veut dire « toi, tu ne vas pas te donner ». On pense que tu as quelque chose derrière la tête, autre que ce avec quoi, ce pourquoi tu es là pour travailler avec eux. Donc, il y a ce problème. Il y a aussi le problème, malheureusement, avec les attaques terroristes, il y a la question de mobilité, malheureusement. Aujourd'hui, on ne se lève pas gaillardement pour aller dans n'importe quelle zone sans précaution. Donc, il y a une limitation des actions. Il y a malheureusement certains partenaires qui sont partis. C'est dommage qu'ils soient partis parce que c'est pendant qu'on est dans des difficultés qu'ils doivent être là. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup d'efforts, c'est bien d'être là parce que ça permet quand même de donner de l'espoir à ceux qui sont là. Le simple fait que dans une localité, on y arrive, on y reste, ça fait de l'espoir pour ceux qui sont, pour la population locale. Donc pour nous, les impacts sont malheureusement dommageables parce que ça sape le vivre ensemble, ça sape les économies locales et ça sape les efforts
donc potentiels on veut entreprendre pour avancer. Et quels sont les groupes les plus vulnérables face à ces phénomènes? Les femmes et les jeunes. Et pourquoi? D'abord, les femmes et les jeunes, si vous voyez, dans les attaques terroristes, les personnes déplacées internes, il y a plus de 60% de femmes et d'enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui, malheureusement, le plus souvent, c'est plutôt les hommes qui ne sont pas là. Ça désorganise. Et ça, vous savez, l'essentiel, ou du moins pour avoir une société viable et forte dans le futur, il faut que la famille soit forte parce que c'est l'unité constitutionnelle de cette société-là. Si c'est une famille qui a déjà des problèmes parce que tout simplement on n'a pas eu tous les membres de la famille pour construire donc la personnalité des enfants, ça pose problème. Je ne dis pas forcément qu'il ne peut pas récupérer, je dis ça pose quand même problème. Donc c'est vrai, les victimes, c'est aussi bien les femmes et les hommes. Vous savez que de toute façon, dans notre région, surtout donc, au nord du Burkina, cette catégorie de femmes-là, malheureusement, les agrégats macroéconomiques en faveur du monde féminin, ces agrégats ces taux ne sont pas les plus réalisants. Si on fait une comparaison sur le plan, par exemple, de la scolarisation, il y a beaucoup plus de filles déscolarisées et nous pouvons dire quelque chose parce qu'on a des centres pour récupérer les filles qui n'ont malheureusement pas été à l'école afin de leur donner un travail, en tout cas une formation qui leur permet d'avoir une perspective. Il y a les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, qu'on veut ou pas, c'est des gens qui sont vifs. Ils veulent se mouvoir, ils veulent être actifs. Mais encore faut-il qu'ils aient quelque chose, qu'ils aient des opportunités. C'est en cela que les orientations aujourd'hui de mettre au centre des politiques qui permettent à ces jeunes, à cette frange de la population, y compris aussi les femmes, permettent de construire des lendemains meilleurs. Parce que si ces gens arrivent à se suffire, à avoir un relèvement économique, on peut dire que c'est toute la famille qui se relève. OK. Maintenant, nous allons échanger sur la résilience communautaire. Que signifie concrètement la résilience communautaire dans le contexte burkinabé actuel? Pour moi, on est résilient lorsque, quel que soit le choc, on arrive à s'en sortir, terre à terre. Si on n'a pas des rudiments, des leviers qui te permettent de te relever, on ne peut pas parler de résilience. Mais comment dans une communauté, on peut construire ces leviers pour prévenir les chocs, c'est cela qu'il faut. C'est en cela que c'est tellement important pour moi dans ce contexte actuel d'urgence humanitaire que les questions de développement, de stabilisation, d'infrastructures soient associées. Moi, j'étais de ceux-là qui disent, bon, c'est vrai, les actions humanitaires, donner à manger, donner à boire, il faut, parce que ces gens ont fui, ils ont laissé leurs opportunités derrière. Mais encore faut-il leur créer ces opportunités quelque part, là où ils sont. Tant que ces activités humanitaires de relèvement ne sont pas associées à ces activités humanitaires, qui sont des activités de développement pour créer des opportunités, on ne créera pas de résilience. Je prends juste un exemple, encore terre à terre, avec notre action. Lorsque les premières personnes sont arrivées de la zone de Gorgagui à Dori ici, nous avions donc des boulis, des sites maraîchers au profit des communautés. Sur ces sites-là, les gens travaillent toute l'année. Tant qu'il y a de l'eau dans le boulis, ils travaillent. Donc, c'est vraiment une opportunité qui permet à des gens de ne pas ouvrir leur grenier en termes d'aller vendre des céréales pour avoir un peu d'argent, parce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire sur le terrain et pouvoir avoir des ressources, y compris aussi les questions liées à l'élevage. Mais je m'arrête à ce niveau. Mais lorsqu'on construit
ces initiatives et malheureusement à cause d'un choc comme ça, ils sont partis. Quand ils sont arrivés ici, c'est eux-mêmes qui ont eu l'idée de venir nous demander de les aider à trouver des sites maraîchers. Ils ne sont pas venus demander de vivre. Hein. Ils nous ont demandé de les aider à trouver des sites pour travailler. Nous avons pris contact avec la mairie, malheureusement qui n'avait pas de site, et on a dû même louer des espaces avec des privés pour donner à ces producteurs, afin qu'ils puissent produire. Dès lors qu'ils commencent à produire, d'ailleurs, ces gens à qui on donnait même de l'assistance humanitaire, c'était même plus régulier parce qu'il n'y avait pas, c'était pas éternel l'assistance humanitaire, mais ça leur permettait de construire quelque chose. La production maraîchère a permis, la reprise de la production maraîchère a permis à des gens de reprendre vie, de se réinsérer, qui aujourd'hui, même si le calme revient, il n'y a plus l'insécurité, ces gens ont construit une économie qui leur permet d'être stables, même s'ils repartent là-bas. C'est pour dire, c'est comme ça pour moi que je comprends la construction de la résilience. Comment on peut développer un certain nombre de mécanismes, de piliers, de relèvement qui permettent à ceux qui subissent les chocs de pouvoir continuer à vivre. Et selon vous, quel rôle jouent les jeunes et les femmes, par exemple, dans la reconstruction de la paix et du tissu social? On a dit tantôt qu'ils sont les victimes, les premières, pas seulement, mais les premières. Mais déjà, vous comprenez que rien que les femmes, dans notre contexte burkinabé, chacun de nous est plus influencé par sa maman avant son papa. Imaginez-vous, il y a d'autres même qui utilisent la maman pour faire revenir certains acteurs terroristes parce qu'ils savent que quand ta maman te maudit, c'est dramatique. Donc, rien que la place de la femme, la place de la maman peut permettre à ce qu'on puisse construire un vivre ensemble, une cohésion sociale. Donc, pour dire que la maman, c'est la personne qui éduque, qui influe, qui a eu un poids, mais un poids parfois silencieux, parce que le papa, il est peut-être plus bruyant, parce qu'on l'entend beaucoup, mais peut-être la maman ne dit rien, mais c'est en fait ce que la maman dit parfois qui passe devant. Donc pour dire, on peut beaucoup compter sur les femmes pour pouvoir influer positivement sur le vivre ensemble, sur la cohésion, la construction de la cohésion sociale, mais aussi la résolution de la crise aujourd'hui. Parce qu'elles sont victimes aussi. Donc pour ne pas être victime demain, il faut déjà commencer à travailler aujourd'hui. Les jeunes malheureusement, je dirais même parfois les enfants, parce que quand on voit certains acteurs des groupes terroristes, c'est parfois des enfants, des bambins. Des bambins, nos enfants parfois qui nous menacent. C'est dramatique. Mais comment on peut construire une famille solide? C'est là le rôle, non seulement de l'État de mettre le cadre, mais aussi d'abord des parents, de la communauté tout entière. Donc, les femmes, les jeunes sont essentiels, mais je dirais aussi, aujourd'hui, les gens écoutent quand même les leaders religieux, les leaders coutumiers. Aujourd'hui, lorsque un imam parle, c'est plus entendu que nous autres. Lorsqu'un évêque parle, il est plus écouté que nous autres. Lorsqu'un chef traditionnel parle, c'est tellement écouté. Donc, c'est là aussi important que les leaders religieux, les leaders coutumiers, communautaires, puissent jouer leur rôle. Et il ne faut pas qu'ils attendent que l'État même les interpelle. Parce que la société là, ce n'est pas la société de l'État, c'est leur société. Si je veux paraphraser comme ça, c'est leur société. Comment faire pour que leur société vive en quiétude? C'est un engagement à s'autosaisir
pas à demander à quelqu'un de saisir, ou du moins de venir demander. Pour dire que nous avons eu l'idée, par exemple, de mettre en place ce qu'on appelle les leaders, en tout cas de mettre en exergue ce qu'on appelle les leaders religieux et coutumiers voix modérée. C'est tellement important, cette terminologie voix modérée. Parce que malheureusement, on voit aussi dans le public, il y a des leaders qui ne sont pas du tout ouverts sur la cohésion sociale. Ils ne sont pas tournés et n'acceptent pas la différence, n'acceptent pas la tolérance. Et ça, c'est dramatique. Parce que pour moi, n'est leader déjà que quelqu'un qui est ouvert aux autres. Donc, les leaders voix modérée pour nous doivent prendre leur rôle, jouer leur partition aujourd'hui pour que demain soit mieux. Mais tout aussi, chacun de nous, leader ou pas leader, on doit faire ce qu'il y a à faire. OK. Et selon vous, comment les communautés peuvent-elles mieux faire face à cette crise sécuritaire et sociale? Il faut revenir à des ressources endogènes, à mon sens. D'abord, pas seulement, mais au moins. Vous savez, j'ai parlé tantôt des mécanismes endogènes de gestion des conflits, prévention et gestion de conflits. Et pour nous, nous pouvons témoigner. Il y a eu beaucoup de crises dans certains villages qui ont été évitées parce que les gens ont renoué avec ça, sont revenus à cette dimension-là. Les mécanismes endogènes de conflit, vous savez, le rôle d'un leader, un rôle de naba, un rôle d'imam ou autre dans cette zone-là, lorsqu'il parle, les gens l'écoutent. Lorsqu'il demande pardon même à la place de celui qui a fauté, ben celui qui attend le pardon est obligé d'accepter. Donc, c'est tellement important. Donc, pour nous, c'est une dynamique qu'il faut continuer donc à saisir l'exploitation des mécanismes endogènes de conflit. C'est une dynamique interne qui a toujours permis de sortir le Burkina de ses difficultés. Et pourquoi ne pas continuer? Les exemples foisonnent. Par exemple, combien de fois les leaders religieux, même le récent changement de régime qu'il y a eu en 2022, ben, s'il n'y avait pas l'apport, je crois, de loin, c'est ce que je pense, s'il n'y avait pas l'accord des leaders religieux et communautaires, je pense que le Burkina allait basculer aussi. Et ça allait être dramatique. Et pour moi, il faut d'abord qu'on revienne sur ça. Ça nous permet d'être nous-mêmes d'abord. Parce que jusqu'à présent, on incrimine qu'on a beaucoup copié. Mais ça, au moins, c'est de l'intérieur. Et ça, c'est une dynamique intéressante. OK. Et quelle est l'importance du dialogue dans la prévention des conflits? Le dialogue permet déjà de détecter ce qui ne va pas. Dialoguer, ça veut dire on est au moins à deux. Tu parles, j'écoute. Tu parles, moi aussi j'écoute. Donc, ça, c'est tellement important. Parce que tu peux dire tes oppositions quant à ce que j'ai dit et on va au moins s'entendre sur quelque chose. C'est une chance donnée pour s'accorder. Pour au moins, même si on ne s'accorde pas, pour savoir ce que l'autre n'aime pas, pour ne pas faire. Donc, le dialogue est tellement essentiel pour se connaître afin de pouvoir se respecter. Je pense qu'il n'y aura pas de dialogue s'il n'y aura pas de dialogue, il n'y a pas de vivre ensemble, de cohésion sociale, de paix, s'il n'y a pas de dialogue sincère. Parce qu'il faut qu'il y ait du dialogue sincère pour qu'on se connaisse. Tant que des gens sont avec des a priori, ça posera toujours problème entre eux. OK. Vous avez tantôt parlé des mécanismes endogènes et traditionnels ou modernes de médiation. Est-ce qu'il existe ces mécanismes-là qui fonctionnent réellement? Ah oui. Ah oui. Lesquels, par exemple? Non, rien que le système de demande de pardon. Et rien que ça. Lorsque, quel que soit le problème, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, lorsqu'il y a une faute, quel que soit le niveau de faute, Dieu merci, il y a toujours des formules pour pouvoir laver la faute. En tout cas, de ma connaissance, je ne suis pas vraiment expert dans ce domaine, mais je peux dire en ce que je sais de mon expérience que dans une famille, lorsque
des gens ont des problèmes et le neveu, pour certaines communautés, vient parler, ou bien le forgeron vient parler, même si ça pose problème, tu vas te dire, hey, tu n'es pas maître de ta vie, donc bats la terre. Il y a quelqu'un qui est suprême. Donc, et ça fonctionne. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours, je crois, une solution. Même si c'est la vie qui est ôtée, il y a toujours des solutions pour réparer afin de pouvoir continuer à vivre dans la société. Et c'est cela qu'il faut magnifier. Et c'est cela que nous tentons de mettre en exergue avec la promotion des comités locaux de paix. C'est comment on peut utiliser les ressources endogènes, comment on peut utiliser les leaders religieux comme centre afin de pouvoir magnifier l'arbre à palabre. Je dirais, c'est un peu une... c'est quelque chose de coutumier aujourd'hui quand on parle de l'arbre à palabre. Mais c'est ça qu'on veut ressusciter. Parce que lorsqu'il y a des problèmes et qu'on le résout très vite, non seulement on le résout à l'interne et ça n'en sort pas, et quand ça sort, c'est encore plus compliqué à résoudre. Donc ça, on peut le faire avec les mécanismes endogènes de conflit et très vite, on peut résoudre les mésententes. OK. Et nous savons qu'il y a des choses qui sont faites dans le cadre du renforcement, par exemple, de la confiance. Mais est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples dans ce sens-là, de renforcement de la confiance, par exemple, entre les communautés, que ce soit ethniques ou religieuses? C'est déjà, je prends par exemple une initiative qu'on a mis en place ici, c'est les journées des communautés. Pour nous, nous essayons de magnifier la différence en tant que richesse donc, que l'on peut donc partager. C'est pendant ces journées des communautés que chaque communauté montre ce qu'il y a de différent dans sa communauté. Rien que le turban. Pourquoi, chez un Touareg, vaut mieux demander à un vieux Touareg traditionnel d'enlever son, vous m'excusez le terme, son bas, que d'enlever son turban. Il y a d'autres certains qui ne savent pas. Ils vont dire enlever un turban, c'est rien ça. Pourtant, c'est tellement important pour eux de ne pas enlever le turban et d'enlever tout sauf le turban. Mais comment créer les contacts pour que d'autres le connaissent? C'est dans les journées des communautés. Donc, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan approche, et même sur le plan même des mécanismes endogènes, comment on peut résoudre des problèmes, c'est dans ces journées de communauté. Et ces journées de communauté, c'est vraiment une richesse pour magnifier donc l'entente, la cohésion sociale, pour restaurer les mécanismes endogènes de gestion de conflits, pacifiques d'ailleurs, et surtout pour faire en sorte que ces mécanismes donc, que nous avons traditionnellement vivent et permettent de restaurer la cohésion sociale, la confiance mutuelle, la confiance sociale qui malheureusement a mal aujourd'hui avec les questions d'insécurité. Et que doivent faire, par exemple, ces leaders coutumiers et communautaires pour que le renforcement, par exemple, de la cohésion sociale et puis de vivre ensemble puisse... C'est ce que je disais. Prendre leur place sans attendre qu'on leur appelle à prendre leur place et jouer leur rôle. Parce qu'un leader sait que sa parole porte. Un leader sait que son exemple porte et copier rapidement. Et ça, c'est important. C'est ce qu'il doit faire. Dire la bonne parole. Parce qu'il y a des choses, même quand c'est vrai, on ne le dit pas parce qu'on sait que ça, on peut créer plus mal dans sa communauté que construire. Donc, il faut savoir, comme au niveau des chrétiens, on dit, il faut remuer la langue plusieurs fois avant de prononcer un mot. Parce que quand ça sort, là, c'est dramatique. Et c'est dommage, quand on regarde dans les réseaux sociaux, c'est un leader, soi-disant leader, qui ont des positions extrémistes, parce que les positions extrémistes ne peuvent jamais, à mon sens, favoriser la cohésion sociale. OK. Et plus haut, vous avez parlé, par exemple, d'une stratégie que vous avez appelée IRAP. Est-ce que vous pensez que cela
peut prévenir la radicalisation? Ah oui, pour les Et jeunes, oui, est-ce c'est que vous important. pouvez nous expliquer un peu cette stratégie? Non, déjà, le fait d'identifier des enfants en situation de rue ou des enfants talibés qui veulent, d'abord, c'est une question de volonté. On ne force pas quelqu'un à le faire. C'est ces enfants qui identifient ce qu'ils veulent faire et à nous maintenant de mettre en relation les artisans avec les artisans formateurs, avec les maîtres coraniques et nous, pour permettre à cet enfant-là d'apprendre aussi bien son Coran s'il est talibé, mais aussi de continuer de pouvoir apprendre son métier qu'il souhaite. Et cela, c'est aussi une dynamique qui se passe sur plusieurs mois, parfois même l'année. Mais c'est des moments aussi de formatage de l'acceptation de la différence. Parce que pour moi, c'est des acteurs qui doivent être aussi formés et mobilisés pour les questions de paix. Donc, c'est des acteurs de paix qu'on est en train de construire. Parce que des gens qui ont suivi le parcours, que ce soit le maître coranique, que ce soit le maître artisan, que ce soit l'enfant lui-même, c'est tous des acteurs qui seront ouverts sur la différence, diversité. Parce qu'ils ne seront pas sur cette position extrémiste en disant c'est seulement eux, rien qu'eux, eux seulement. Ils seront dans une réflexion d'ouverture. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est cela d'ailleurs qui permet le vivre ensemble, la considération de l'autre. Maintenant, quel type de sensibilisation et par exemple, comment vous sensibilisez efficacement ces jeunes au discours extrémiste, à part les amener dans des ateliers de formation pour qu'ils puissent apprendre un métier? Est-ce qu'il y a des sensibilisations qui sont faites de manière régulière? Bon, oui, il y a déjà la mobilisation des leaders religieux. Comme vous parlez de sensibilisation sur cette thématique-là, nous avons eu à organiser plusieurs fois, de manière factuelle, des journées où les chrétiens, catholiques comme protestants, les musulmans, mais les gens de la religion traditionnelle, puissent avoir des initiatives de parler de la tolérance. Que ce soit dans l'homélie du dimanche, que ce soit dans les prêches du vendredi, que ce soit même dans les grains de thé ou autres, que l'on trouve des mécanismes pour parler de la tolérance, de la différence, de l'acceptation de l'autre, parce que ça permet d'avoir une masse critique d'acteurs qui parlent de la même chose en même temps, ainsi que les médias qui peuvent s'en mêler. Je vais parler par exemple des radios, parce que nous avons aussi des programmes dans ce sens, pour pouvoir mobiliser ces acteurs. Donc, factuellement et ponctuellement, on le fait, mais aussi de manière continue parce que nous avons un certain nombre de programmes radio que nous développons sur ces thématiques diverses, sur le vivre ensemble, sur l'acceptation de l'autre, parce que nous pensons qu'il faut, c'est continu. Ça ne doit pas être ponctuel et après on pense que tout est fait. Même pour celui qui est déjà sensibilisé, il faut régulièrement des piqûres de rappel pour continuer à le mobiliser afin qu'il soit efficace. Ok. Et selon vous, comment réintégrer les personnes affectées ou influencées par l'extrémisme violent au niveau du Burkina? Je pense qu'il faut qu'on ouvre les opportunités parce que je crois. Surtout que maintenant c'est un peu chaud, je dirais, sur eux. Parce que ce qu'on avait remarqué avant, c'est eux qui attaquaient le plus facilement. Les gens sont cloîtrés, c'est eux qui avaient l'offensive. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a changé de camp. Les autres aussi, je parle les FDS comme les volontaires de défendre la patrie, ont des initiatives. Même si malheureusement le péril n'est pas totalement effacé, on voit quand même qu'on ne peut pas se lever gaillardement, aller poser une mine au vu au sud du monde et on va te laisser passer. Donc, c'est déjà travailler à ce que cela puisse être continué parce que tout simplement, on va travailler à faire en sorte que la dynamique développée en faveur des initiatives de paix puisse continuer et c'est le travail quotidien, c'est tout. Ok. Nous allons rebondir sur le rôle des institutions et partenaires. Comment
évaluez-vous, par exemple, l'action de l'État dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale? L'État doit fixer non seulement les politiques, le cadre général, mais faciliter l'action des acteurs. Je parle de nous qui sommes peut-être de la société civile, nous sommes à des endroits où peut-être les acteurs publics n'y arrivent pas. Mais pour arriver à ces endroits, il faut que l'acteur public, il faut que l'État crée les conditions de sécurité ou autres pour nous permettre. Donc chacun a son rôle, parce que État, parce que ONG, parce que institution, pour que la dynamique puisse continuer. Mais il faut toujours penser à la facilitation, parce que tous, on veut agir pour les mêmes populations et de bon cœur. On n'agit pas pour autre chose, avec d'autres objectifs, mais parce que tout simplement on a envie d'accompagner l'État. De toute façon, aujourd'hui, c'est parce que l'État ne peut pas tout faire qu'il y a des acteurs de développement. Sur le plan du développement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les acteurs, par les ONG et autres partenaires. De manière spécifique, les partenaires au développement, c'est d'accompagner le Burkina. Parce que malheureusement, certains se fondent en disant oui, c'est des gens qui ne sont pas arrivés par des élections au pouvoir et dont ils n'ont pas la légitimité, patati patata. Mais en attendant, c'est des populations, rien que regarder les populations qui peuvent en souffrir, c'est une motivation pour agir. On ne doit pas aussi être là en train de dire non, c'est comme si on crée les conditions pour que les populations souffrent, pour chasser leur autorité. Moi, je crois que c'est des règlements de compte qui ne devraient pas se faire. Par contre, si on est sincèrement pour les populations, il faut qu'on travaille à faire en sorte que ces populations souffrent moins. Chacun doit jouer sa partition. Peut-être chacun joue insuffisamment sa partition ou maladroitement sa partition, mais chacun doit prendre conscience et recadrer ce qu'il y a à faire. Mais comment améliorer, par exemple, la collaboration entre acteurs locaux et internationaux? La collaboration, c'est déjà d'accepter la confiance. Il y a certains partenaires qui ne veulent plus agir dans nos zones parce que sous prétexte qu'ils ne peuvent plus venir dans nos zones. Donc, s'ils ne peuvent pas venir dans la zone, il ne faut pas donner de l'argent là-bas. Ça, pour moi, ça me pose problème. C'est quand même des gens qui y sont et qui y travaillent. Donc, faisons confiance aux gens. Je suis d'accord de mettre en place un mécanisme parce que c'est une question de redevabilité pour eux, mais c'est important de faire confiance. Il y a un minimum possible de confiance qu'il faut instaurer pour permettre l'action. OK, comme perspective et solution, quelle action concrète recommandez-vous pour renforcer durablement la paix au Burkina Faso? Je pense déjà que chacun doit prendre sa place, jouer son rôle, parce que je sois personne lambda, il y a des choses que je peux faire, rien que sur le plan civisme. On n'a pas parfois ces liens, hein, mais ce que j'agis mal, ou jette peut-être un sachet quelque part, sans chercher une poubelle à mettre, ça peut rejaillir sur d'autres choses que je ne peux même pas m'imaginer. Donc chacun doit jouer son rôle, chacun doit faire donc ce qu'il doit faire. Il y a sur le plan régional, les autorités régionales doivent jouer aussi la proximité avec les populations, avec les acteurs et pouvoir coordonner l'action pour permettre à ce que le besoin exprimé au niveau des communautés puisse être des besoins satisfaits de manière à ce qu'on crée aussi les conditions de relèvement qu'on souhaite. Et l'État, de manière générale, doit faciliter l'action. Faciliter l'action, c'est aussi comprendre que tous on est embarqués dans le même bateau et malheureusement, la situation est difficile pour tous, aussi bien pour l'État, pour les autorités que pour les acteurs du développement. Et selon vous, quels sont les obstacles majeurs à surmonter actuellement? C'est éviter de supposer. Par exemple, juste, il y a des gens, quand nous sommes par exemple dans des zones, on y travaille, il y a d'autres qui, pour rien au monde, on va leur dire de venir ici. Ils vont accepter. Parce qu'ils ne savent pas, et tout ce qu'ils savent, c'est ce que les autres disent.
Donc, c'est éviter les a priori et aller à l'information et surtout écouter les acteurs au niveau des localités. Que des décisions, par exemple, qui sont prises au niveau national, qu'on puisse se faire l'obligation d'écouter toutes les parties au niveau local. Quand je dis toutes les parties, si par exemple c'est une décision qui doit être prise donc pour régir l'action des ONG ou des associations de développement, ce n'est pas seulement les acteurs publics du niveau local qu'on doit écouter, c'est aussi les acteurs donc de la société civile, parce que ce n'est pas pour dire qu'on impose, mais c'est une chance donnée pour appréhender ce qu'on doit faire pour que l'avancée soit vraiment certaine et dans la bonne direction. Mais comment impliquer, par exemple, davantage les citoyens dans les initiatives de cohésion sociale? La liberté d'expression. Il faut permettre aux gens de parler. Il ne faut pas qu'ils aient peur de parler, même s'ils ne sont pas d'accord. Même s'ils ne sont pas d'accord. Il faut éviter vite de dire qu'on veut démobiliser. Parfois, les gens sont sincères parce qu'ils ont vécu des choses. Comment on appréhende ces gens? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens aussi qui ont des objectifs de démobilisation, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y en a malheureusement, parce que nous ne sommes pas tous 10. Nous sommes tous moins de 10. Donc il y a des gens qui ne sont même pas 1, comme moi, qui sait. Parce qu'il y a beaucoup de défauts. Donc, mais je dis, il faut leur donner la chance. Et croire, au moins écouter ces acteurs pour espérer de prendre de bonnes décisions. Et en conclusion, quel message souhaitez-vous adresser au Burkina Faso concernant, par exemple, dans le cadre de la paix et du vivre ensemble? Je pense personnellement que nous avons des ressources pour nous relever. Il y a des initiatives qui sont déjà engagées par les autorités qui doivent être soutenues pour permettre à ce que demain soit mieux. C'est par exemple l'engagement personnel. C'est par exemple les questions liées au civisme, les questions liées à la lutte contre la corruption, les questions liées à ce que je dois faire en tant que simple citoyen et vrai citoyen. Lorsqu'on restaure cela, ça va induire un certain nombre d'impacts positifs donc, pour restaurer le vivre ensemble et le développement au Burkina. Merci bien, c'est la fin de notre interview.